semi-conducteur, c'est une matière première qui a des propriétés spécifiques. Pour faire simple, c'est une matière première qui permet de contrôler les flux électriques. C'est cette propriété qui la rend indispensable dans la fabrication des composants électroniques que l'on appelle les composants actifs. Parmi ces composants actifs, on va retrouver des transistors, des diodes et, pour les plus connus, les plus répandus, des circuits intégrés. Circuits intégrés qu'on appelle aussi les puces électroniques. Finalement, quand on parle dans le langage courant de semi-conducteurs, on fait plus facilement référence à ces puces électroniques qui sont contenues dans beaucoup de nos outils du quotidien, depuis la caméra qui me filme, l'ordinateur qui vous permet, ou la télévision qui vous permet de me regarder, ou encore de l'électroménager. Ces puces électroniques vont permettre de stocker de la donnée, de traiter les informations et de contrôler les flux électroniques. Ce sont effectivement des biens qui sont assez mal connus du grand public pour deux raisons principalement. La première, c'est que ce sont des biens qu'on va appeler des biens intermédiaires, c'est-à-dire qu'on ne les consomme pas directement, ils sont contenus dans les objets que l'on va consommer, que l'on va acheter, que l'on va utiliser. Donc on ne les voit pas. Et puis il y a une deuxième raison pour laquelle on connaît assez mal les semi-conducteurs, c'est aussi leur taille. Une puce électronique en tant que telle, on va la mesurer en millimètres, mais ce qu'elle contient, la taille de ce qu'elle contient va plutôt être de l'ordre du micromètre, on est plutôt sur un grain de sable, voire du nanomètre, donc là on est plus sur la largeur d'un brin d'ADN par exemple. Pendant longtemps, l'enjeu principal de l'industrie des semi-conducteurs, c'était la miniaturisation, avec comme objectif principal de limiter la taille des composants. Aujourd'hui, alors que l'on arrive aux limites physiques de cette miniaturisation, on va plutôt essayer d'accroître le nombre de fonctionnalités, de se tourner vers des nouveaux matériaux, des architectures innovantes pour répondre aux besoins croissants dans l'électronique contemporaine. Courant 2020, des entreprises qui ont besoin de semi-conducteurs pour leur propre chaîne de production ont commencé à faire savoir qu'elles manquaient de cette matière première, de ce qui pourrait être une matière première. On a commencé par les industries qui sont le plus dépendantes des semi-conducteurs. Par exemple, Apple a fait savoir qu'il ne pouvait pas sortir son dernier produit par manque de semi-conducteurs. L'industrie qui ensuite a fait le plus parler d'elle, c'est l'industrie de l'automobile, avec clairement des fermetures d'usines, une incapacité à produire les voitures demandées due à la pénurie de semi-conducteurs. Le secteur de l'automobile consomme 10 à 15% des semi-conducteurs produits au monde. Et puis par la suite, courant 2021, on a vu aussi le monde de l'électroménager s'alarmer du manque de semi-conducteurs. Le monde était face à une pénurie de semi-conducteurs. Cette situation a entraîné évidemment des retards dans la production, mais aussi une augmentation des coûts, a même impacté les processus d'innovation, puisque les entreprises qui devaient utiliser des semi-conducteurs pour innover ou pour faire des tests ne pouvaient plus le faire. L'ensemble de ces contraintes ont pesé sur l'économie mondiale. Pour expliquer une telle pénurie, il est nécessaire de revenir sur plusieurs facteurs. Ces facteurs se sont cumulés et peuvent expliquer l'importance de ce manque de semi-conducteurs à l'échelle internationale. Regardons tout d'abord du côté de la demande. On est en 2020, on est dans une période de confinement à l'échelle mondiale et la demande de biens électroniques, avec le télétravail, mais aussi les loisirs à la maison, s'accroît énormément et très vite. Parallèlement, l'automobile qui avait réduit ses commandes à cause de l'incertitude internationale est venue relancer sa production et est venue concurrencer la demande des biens électroniques. Au niveau de l'offre, la crise sanitaire toujours a causé des fermetures d'usines et est venue perturber le transport maritime notamment. À cela a pu s'ajouter une sécheresse à Taïwan et il faut savoir que la production de semi-conducteurs se fait majoritairement à Taïwan, 60% des semi-conducteurs sont produits là-bas. Si l'on ajoute à cela des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine qui ont poussé la Chine à faire d'importants stocks de semi-conducteurs, on comprend pourquoi l'offre n'était pas suffisante. Ce n'est pas la première fois que l'industrie doit faire face à des pénuries de ce type. Depuis les années 90, tous les experts s'accordent pour dire que le marché du semi-conducteur est un marché qui est cyclique. On a une alternance de périodes de pénurie durant laquelle les capacités de production ne sont pas suffisantes
pour la demande et des périodes de surplus où, à l'inverse, les capacités de production sont trop importantes pour la demande. Pour expliquer cela, il faut voir que l'on a d'un côté une demande qui est difficilement anticipable, avec des applications de plus en plus nombreuses et de plus en plus diversifiées. On a des produits extrêmement innovants qui se succèdent les uns aux autres et qui peuvent rapidement devenir obsolètes. Ce qui fait que les stocks ne peuvent pas tout à fait jouer leur rôle de variable d'ajustement puisque les semi-conducteurs sont difficilement stockables sur le long terme. Et puis de l'autre côté, on a une offre qui a du mal à s'ajuster puisque pour produire des semi-conducteurs, cela nécessite des investissements extrêmement lourds qu'il va mettre beaucoup de temps à mettre en place. Au moment de la pénurie et au pic de la crise, l'Europe a été beaucoup montrée du doigt parce que l'Europe est complètement dépendante de l'extérieur au niveau des semi-conducteurs. L'Europe produisait à l'époque et encore aujourd'hui moins de 10% des semi-conducteurs mondiaux. Il faut savoir que la production de semi-conducteurs se concentre sur certaines zones géographiques, même sur certaines entreprises qu'on va appeler des fonderies. Les fonderies, ce sont des entreprises qui n'ont décidé de faire que de la production de semi-conducteurs et qui ne se chargent pas de la partie recherche et développement. La fonderie la plus connue et dont on a beaucoup entendu parler à la période de la crise, c'est TSMC qui est située à Taïwan. Au-delà de la production, l'Europe est quand même un acteur important dans le semi-conducteur pour deux raisons. D'abord pour sa R&D. Si l'on regarde par exemple en France, le laboratoire CEA Leti est un immense laboratoire pourvoyeur de brevets dans le secteur des semi-conducteurs. Et au-delà de la recherche, l'Europe est aussi très puissante en termes d'équipements. Les équipements qui permettent, eux, de produire des semi-conducteurs. Cette dépendance a tout de même souligné la nécessité de renforcer la souveraineté technologique du continent européen. L'Europe a lancé le European Chips Act en 2023 avec comme objectif principal de doubler la production européenne pour passer de 10% de la production mondiale à 20% de la production mondiale. L'investissement prévu est de l'ordre de 43 milliards d'euros. L'objectif va être de réduire la dépendance aux fabricants asiatiques et de garantir l'approvisionnement pour des secteurs stratégiques que sont la santé, le transport, l'environnement et évidemment la défense. C'est une approche qui est stratégique mais qui n'est pas sans défi. Comme nous l'avons évoqué précédemment, l'industrie des semi-conducteurs est une industrie qui réclame des investissements extrêmement lourds. Viser l'autosuffisance est évidemment une solution qui est ni réaliste ni tout à fait souhaitable. Il est important de garder des relations internationales constructives et de faire en sorte de pouvoir avoir ces domaines de spécialisation tout en continuant à échanger avec l'extérieur. C'est une très bonne idée de faire en sorte d'augmenter la production sur le territoire européen, surtout si ça concerne les enjeux stratégiques. Mais ça sera insuffisant s'il n'y a pas une prise en compte du fait qu'il faille absolument repenser aussi la structure de l'industrie. En effet, on est sur une industrie qui s'est tout doucement déverticalisée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les fabricants de semi-conducteurs se sont retrouvés de plus en plus éloignés du consommateur final. Ayez en tête les 3 entreprises de semi-conducteurs européennes. ST Microelectronics était avant une part de Thomson, NXP Semiconductor faisait partie de Philips et Infineon de Siemens. Aujourd'hui, elles sont totalement à part et se sont éloignées de leurs consommateurs finaux. Il serait intéressant de rapprocher les fabricants de semi-conducteurs de plus en plus des entreprises qui vont les utiliser dans leurs produits finaux. Cela peut passer par des partenariats stratégiques, par de la collaboration en R&D ou tout simplement une meilleure communication afin d'ajuster plus facilement l'offre et la demande et d'éviter les nouvelles pénuries. Si l'on se réfère au pic des tensions dans l'année 2021, oui, la pénurie est derrière nous puisque les délais de commande se sont à nouveau normalisés et que l'on est sorti de la pire des périodes. En revanche, on garde en tête le fait qu'après une crise comme celle-ci, il reste des éléments d'inquiétude. Le premier élément d'inquiétude, c'est la cyclicité du marché. En effet, on a par expérience vécu des périodes de surplus qui sont venues suivre
les périodes de pénurie. Cela semble bien loin, mais il faut avoir en tête qu'une usine de semi-conducteurs va mettre 4 à 5 ans à pouvoir être mise en fonctionnement. Une usine de semi-conducteurs va pouvoir mettre 4 à 5 ans à pouvoir effectivement produire. Ayez en tête l'annonce d'une usine TSMC sur le territoire européen, donc en Allemagne, a eu lieu courant 2023. La première pierre a été posée en août 2024 et on sait que on pourra commencer à produire à partir de 2027. Donc forcément, la question se pose de comment, alors que l'on voit apparaître des usines de production de semi-conducteurs un peu partout dans le monde, que va-t-il se passer quand toutes ces usines pourront effectivement produire des semi-conducteurs? C'est le premier questionnement qui règne aujourd'hui. Le deuxième questionnement concerne plus spécifiquement la compétitivité européenne. En effet, aujourd'hui, en 2025, alors que tout le secteur semble très bien fonctionner, la principale entreprise européenne, qui est STMicroelectronics, ne semble pas bénéficier de la période faste que connaît l'industrie des semi-conducteurs. Donc il est encore important de suivre les effets du European Chips Act et de voir aussi ensuite quelles seront les prises de position de l'Europe pour le semi-conducteur. Il est difficile de conclure, alors que l'on a évoqué l'augmentation de la production de semi-conducteurs, sans parler des enjeux environnementaux de cette production. En effet, produire des semi-conducteurs engendre des consommations d'eau et d'énergie très importantes, nécessite des produits chimiques extrêmement polluants, donc l'ensemble a un impact carbone déplorable. On sait que les produits électroniques ont des durées de vie limitées et que l'on ne sait pas encore complètement comment recycler des produits contenant du matériau semi-conducteur.